Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Broum broum, je fais bien la voiture, hein. Vous avez vu, c'est les vraies voix qui font rouler la France avec Jean-Marie Bordry. On est ensemble jusqu'à 20h. Mais quoi, je trouve qu'il tousse un peu votre moteur, voilà. Oh, pas du tout, voilà, c'est un moteur. Bon, il n'est pas électrique, vous l'avez bien entendu. Certes. En tout cas, ce soir, au menu de cette émission, on va revenir sur les ZFE, les zones à faible émission, fin annoncée ou pause stratégique, un point d'étape justement sur ces ZFE, avec Pierre Chasseret qui sera avec nous dans quelques instants, délégué général de 40 millions d'automobilistes, qu'on retrouve aussi, ça roule tous les jours au petit matin avec Benjamin Glaise. Exactement. Puis avant de partir, tiens, n'oubliez pas de faire votre contrôle technique. C'est une étape importante avant les grands départs estivaux. On vous dira tout ce qu'il faut vérifier, les erreurs les plus classiques, ce qui est le plus dangereux aussi et ce qui va changer. Et on va parler métier aussi, micromobilité et électrification, un métier en pleine ascension. Denis Mergin sera avec nous, président du métier des micro-véhicules électriques de Mobiliance et président d'EO Motors. Et puis Sud Radio qui roule avec Equipauto l'an prochain. Oui, partenariat officiel. Le mariage a été célébré aujourd'hui. On s'engage pour l'innovation dans la filière automobile avec tous les équipementiers. On vous présentera nos nouveaux amis. Vous les connaissez déjà et vous verrez, ils sont formidables. Et Philippe Baudin sera avec nous, le président d'Equipauto. On vous souhaite la bienvenue. C'est des vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Ça sent l'essence. Oui. Et l'Assemblée nationale a adopté donc le projet de loi de simplification supprimant les ZFE, les zones à faible émission. Et on va en parler avec Pierre Chasseret, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et je le disais, vous le retrouvez tous les matins dans Ça roule tous les matins au petit matin avec Benjamin Glaise. Bonsoir Pierre Chasseret. Beaucoup toute l'équipe. Comment ça va ? Vous aussi, ça va ? Ça va pas mal, ouais. Bon, est-ce que vous avez célébré une grande victoire cette semaine ou est-ce que vous attendez toujours à ce qu'elles reviennent par la fenêtre, ces fichus ZFE ? Alors attention, on a un président de la République qui souhaite à tout prix les mettre en place, ces ZFE. Il n'a pas compris qu'il y avait 90% des automobilistes qui n'en voulaient pas. Donc ça, c'est problématique quand on a un président de la République qui est déconnecté et hors sol par rapport à la volonté des Français. 90%, c'est pas rien quand même. La difficulté, c'est que... Alors on a passé toutes les étapes. On a réussi à obtenir l'abrogation en commission à l'Assemblée nationale, puis le vote du texte, puis le vote du projet de loi de simplification dans sa globalité. Ce qui fait que ça y est, des promulgations du texte qui devrait arriver après une commission mixte paritaire. Normalement, les ZFE, c'est fini. Tout petit couac. Oui, le Conseil constitutionnel. Voilà, le Conseil constitutionnel. Enfin, cela dit, franchement, moi, celui qui veut remettre en place les ZFE aujourd'hui, je vous dis franchement, je lui offre le porte-voix. Il n'y a pas de problème. Un petit pas dans les médias pour aller l'expliquer aux Français, ça me pose pas de problème. Non, clairement, je pense que ces ZFE... objectivement, ils ne pourront pas être mis en place. Alors Pierre Chasseret, faut quand même dire, n'enlevez pas tout de suite non plus votre vignette critère. Oui. On va pas l'enlever, ça va peut-être devenir collector. Mais objectivement, normalement, les ZFE devraient être supprimés. C'est la volonté de l'Assemblée nationale, parce que dans le pire des cas, même si le Conseil constitutionnel dit sur ce projet de loi-là, vous ne pouviez pas le faire, parce que la suppression des ZFE n'a rien à voir avec la simplification de la vie économique des Français. Si on dit ça, c'est pas grave, on repose une autre proposition de loi et pas à l'Assemblée nationale. Donc dans tous les cas, c'est la mort annoncée des ZFE, c'est fini. Mais Pierre Chasseret, est-ce que ça veut dire que quand même individuellement, des communes peuvent les garder, les préserver ou pas du tout aujourd'hui? Non, elles pourront pas. Aujourd'hui, oui, pour l'instant, parce qu'en fait, on n'a pas eu les décrets d'application qui suppriment les ZFE. Mais une fois que ça sera plié, acté dans la loi, c'est fini, il n'y aura plus de ZFE, c'est fini. D'accord. Bon, ça veut dire que tout ça pour ça, quoi. Bonne nouvelle, non ? Oui. Non, mais ça veut dire que tout ça pour ça. On a dépensé de l'argent, on a fait des aménagements, certains ont changé de voiture, tout ça pour ça. Bah oui, mais quand on fait une connerie, il faut savoir revenir en arrière. C'est comme le 80 km/h, ça ne servait à rien. On a fait une connerie, et maintenant on change les panneaux et on remet des 90. Mais est-ce que ça veut dire nous, que on est des champions en France pour ça, c'était quoi, une bombe sociale à retardement, c'est ça? Oui, c'est l'expression que vous avez employée, elle ne devait pas être si mauvaise, parce que tout le monde me l'a piqué. Oui. Donc, effectivement, bombe sociale au retardement, et puis que j'en avais une autre aussi. C'était quoi? Zone de forte explosion. Bon, j'en ai trouvé une dernière, zone finie enterrée, ZFE. Elle est pas mal aussi, celle-là. Elle est bien. Donc voilà, on peut savoir
sabrer le champagne. Bah, alors, écoutez, je on vous sais pas. souhaite bonne route. c'est Hein. parti. Qu'est-ce que vous voulez? On vous souhaite bonne route. Gardez votre vignette, hein, elle reste obligatoire, ça c'est important. Vous pourriez Donc ce être soir, ça baptisé. sera un bon barbecue. Voilà. Allez, bon barbecue. Faites pas trop de fumée quand même, hein, c'est important. Merci beaucoup, Pierre Chasseret. À demain matin, hein. Dormez tôt, parce qu'on vous retrouve Allez, vers bonne 6h15 pour cette chronique quotidienne. Ça roule dans le petit matin avec Benjamin Glaise, qu'on embrasse. Allez, restez avec nous. On va se retrouver dans un instant, Cécile. On va parler contrôle technique, important. Exactement, oui. Thibaut Riester sera avec nous, fondateur de contrôleplus.fr. On fait une petite pause, on revient dans un instant. On est ensemble jusqu'à 20h. Vous avez de la chance, nous aussi. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Si vous êtes sur la route ou dans les bouchons, on pense à vous et on vous embrasse sur Oui. Sud Radio. On parle Tous. de votre voiture. Individuellement et sur les deux joues. Hein, Voilà, mais alors voilà. regardez devant vous quand même, restez concentrés sur la route, c'est plus sûr. On parle du contrôle technique tout de suite, on va en parler avec notre invité qu'on accueille avec plaisir, Cécile. Thibaut Riester est avec nos fondateurs de Contrôle Plus. .fr. C'est important de le dire, Thibaut Riester. Merci d'être avec nous. Donc ce contrôle technique, alors il y a eu des petites modifications ces derniers temps avec ce contrôle technique. Parlons déjà des motos, puisque les motos, en tout cas les deux roues en général, ont été. Il y a une espèce d'injonction tout à coup, alors que ça a été très cool pendant des siècles, d'aller eux aussi subir, en tout cas se faire tester au contrôle technique. Et je dois dire que ça a fait un petit peu grincer des dents, et les motards, et surtout aujourd'hui beaucoup de garages n'étaient pas organisés pour recevoir en tout cas ces contrôles techniques. Tout à fait. Alors le contrôle technique fête ses 1 an, le 15 avril dernier. Oui. La première année s'est plutôt très bien passée. 1 300 000 véhicules étaient prévus au contrôle et nous avons réalisé ces chiffres. Donc c'est plutôt un succès. Les motards sont là, ils sont au rendez-vous. Évidemment, il y a toujours ceux qui sont contre et qu'on n'a pas forcément vu ou qui viennent vraiment par contrainte dans le cadre d'une mutation, d'un changement de titulaire de certificat d'immatriculation. Mais sinon, ça se passe très très bien. Les contrôleurs aussi vivent des moments sympas avec eux et on est plutôt très satisfait. Vous avez eu des surprises à l'arrivée des premières motos, par exemple, parfois des vieilles bécanes qui peut-être traînaient une panne épouvantable depuis toujours sans que jamais leur conducteur s'en soit rendu compte? Bien sûr, on a découvert beaucoup de choses. Les propriétaires aussi ont été très surpris parfois de déceler certains défauts, défaillances qu'on a pu constater pendant ces contrôles. Et oui, voilà. parce que je vous coupe parce que les motards prennent généralement très soin de leur monture, si je puis dire, en disant mais nous on s'en occupe tous les dimanches, on répare, mais finalement on découvre aussi que c'était pas si parfait, enfin c'était un peu perfectible quand même. Oui, tout à fait. On a eu 20% de défaillances sur les véhicules moto, 2 roues, 3 roues. Sur 4 quoi roues. par exemple? Bien sûr, tout ce qui est freinage. On a des plaquettes de frein parfois qui sont même absentes. Comment on peut rouler avec des plaquettes de frein absentes? Ça ressemble à quoi? C'est tout simplement l'étrier qui freine directement sur le disque sans la plaquette entre les deux, et c'est très problématique, c'est très dangereux. Que le motard qui vient avec ça soit encore en vie quand même. Alors souvent on le voit moins sur les motos, on le voit plus sur les scooters, parce que le scooter n'a pas le même entretien qu'un motard aguerri, un motard passionné qui va effectivement, comme vous le disiez, la bichonner. Ça représente quand même une minorité du parc. C'est pas représentatif de tout le parc. Le parc, c'est aussi tous les scooters qui sont utilisés de manière un petit peu plus quotidienne et un peu à l'arrache. Et de manière un peu utilitaire. Voilà, c'est ça. Est-ce que ça va dire qu'il a fallu investir parce que le contrôle technique automobile et moto n'est pas le même, donc ça veut dire que vous avez dû utiliser des machines différentes? Comment ça se passe? Tout à fait, on a des investissements assez importants. Nous, chez contrôleplus.fr, on a choisi d'investir encore un petit peu plus que la réglementation ne l'imposait, puisque nous sommes équipés de tables élévatrices comme le sont les concessionnaires moto, de manière aussi à apporter une crédibilité à notre contrôle. Je ne souhaitais pas que nos techniciens travaillent à genoux par terre. Vis-à-vis du motard, ça donne pas une bonne impression, une bonne image, et surtout nous avons réussi à capter pas mal de professionnels de la moto qui nous ont fait confiance grâce à cet aspect professionnel que nous avons pu mettre en place. Donc oui, ce sont des investissements lourds. Aujourd'hui, on n'est pas rentable sur cette activité. Heureusement, l'automobile qui est à côté permet de compenser nos charges fixes. Mais voilà, il va falloir un petit peu de temps pour digérer ces investissements. Il faut quoi? C'est-à-dire du temps? Il faut qu'ils continuent à venir? Ce sera rentable à partir de quand
pour vous? Alors pour nous, quelques années, 4-5 ans, voilà, pour qu'on ait la rentabilité vraiment pure sur ce domaine-là. Maintenant, quand c'est noyé dans l'automobile, évidemment, on a nos rentabilités à côté qui permettent... Mais ça veut dire que ce sont parfois déjà vos clients. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une voiture et une moto à côté, souvent. Tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle nous avons équipé nos 15 centres de contrôle technique automobile de pistes pour le 2 roues, de manière à ce que nos clients historiques ne soient pas perdus et ne partent pas chez nos concurrents ou confrères avec leur voiture. Ce serait dommage. Oui. Mais oui, évidemment. Alors vous faites plein de choses chez contrôleplus.fr. Vous faites du 2 roues, on l'a compris. Vous faites de l'automobile, ça c'est classique. Vous faites du camion, du bus et même du contrôle technique de chronotachygraphe. C'est quoi le chronotachygraphe? Tout à fait. Le chronotachygraphe, c'est en fait l'enregistreur qui permet à l'inspection du travail de vérifier que les conducteurs poids lourds marquent bien leur pause et respectent bien leur temps de conduite. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc on contrôle ces appareils, on les installe, on les étalonne tous les 2 ans et on contrôle également le limiteur de vitesse des véhicules industriels qui sont tous limités. Et ça, c'est 1 fois par an. Par ailleurs, on a également les éthylotests anti-démarrage qui sont installés dans les autocars, notamment dans quelques bus urbains, ça dépend des compagnies. Et donc, ces appareils doivent être également étalonnés 1 fois par an. On les installe, on les remplace et on les installe également sur les véhicules des usagers de la route, automobilistes, contrevenants au code de la route, qui ont eu un problème avec les forces de l'ordre et l'alcool. Et donc, on installe dans leurs véhicules des éthylotests qu'on leur loue pendant la peine. Pour leur sécurité, comme pour la nôtre d'ailleurs, ça c'est important. Tout à fait. Est-ce qu'en majorité, les Français entretiennent bien leur voiture ? Oui, je pense qu'on peut dire que les véhicules sont quand même mieux entretenus qu'avant la mise en place du contrôle technique il y a 34 ans maintenant. C'est une mesure que les constructeurs voyaient d'un mauvais œil au départ, mais il faut savoir que ça a quand même permis d'assainir le parc, d'avoir moins d'accidents sur la route. Aujourd'hui, on a Parce toujours... que les forces de l'ordre se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de contrôles techniques qui ne sont parfois pas faits et dépassés, dont la limite est dépassée. Oui, c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. De plus en plus de gens ne respectent pas l'obligation. C'est un problème pour la sécurité routière. C'est vraiment dommage. Donc je sais qu'il y a des sujets en ce moment de voies de contrôle un petit peu différentes, un petit peu plus modernes, qui sont à l'étude. Voilà, mais c'est effectivement un... On parle de contrôle. Donc, tiens, revenons sur les causes principales en général de la redoutée contre-visite. Si je vais chez vous et qu'il y a quelque chose qui cloche, ça peut me pousser à revenir obligatoirement chez vous sous quelques semaines. En général, c'est quoi? C'est les freins, la première cause? Non, la première cause, c'est tout ce qui est lié au train roulant. Voilà. C'est tout ce qui est essieu, donc rotule, biellette de direction, les roues, les pneumatiques effectivement, et tout ce qui est suspension. Il y a beaucoup de suspensions maintenant qui fuient, donc un amortisseur qui fuit, il perd son huile, il perd son efficacité, il devient une pompe à vélo. Et là, c'est dangereux. Lors d'un gros freinage en appui sur une rocade à haute vitesse, ça peut faire partir la voiture. Donc ça, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est tout ce qui est signalisation, les feux, les dispositifs réfléchissants et tous les équipements électriques des véhicules. Des feux dont la luminosité baisse parfois quand vous roulez la nuit, vous avez des phares qui éclairent de moins en moins, vous vous y habituez alors qu'en fait non, c'est trop dangereux. Tout à fait. Enfin, souvent, ils éclairent pas du tout, en fait. Vous avez un phare sur 2 qui fonctionne, vous n'avez pas de feu stop. On a beaucoup de gens qui viennent sans feu stop. Donc c'est une cause de contre-visite. Tout à fait. Tout à fait. Une ampoule qui ne fonctionne pas, c'est une contre-visite. Les 3 qui ne fonctionnent pas, c'est une défaillance dite critique qui impose l'immobilisation du véhicule à partir de minuit le soir. Si je viens vous voir avec un des pneus qui est au témoin, comme on dit, c'est-à-dire trop usé, à tel point que l'usure atteint le témoin du pneu. Contre-visite ? Tout à fait. Contre-visite. Là, par contre, c'est une défaillance majeure, donc qui vous laisse 2 mois pour pouvoir faire les réparations sur le véhicule. Important de le dire, c'est pas du racket. Si vous roulez avec des pneus qui sont au témoin, ils risquent clairement d'exploser. Alors, peut-être pas d'exploser tout de suite, mais en tout cas, la première problématique, c'est la pluie. Votre la tenue de route. Voilà, la tenue de route. Le pneu n'évacue plus l'eau. Donc sous la pluie, c'est de l'aquaplaning direct. Garanti. Première chose. Voilà. C'est le plus important. C'est ça le plus important. Ensuite, effectivement, plus le pneu va s'user, et plus on va arriver à la toile. Et là, l'éclatement est très problématique. Il y a quelque chose qui m'a marqué dans le nom de votre entreprise, contrôleplus.fr. Ça, c'est le nom de la marque. C'est pas Contrôle Plus. Vous auriez pu choisir Contrôle Plus. Pourquoi vous insistez tellement sur le .fr? C'est quoi la différence avec les autres? Parce qu'on vit dans
un monde de plus en plus digital. Ouais. Et l'idée était d'attirer nos clients vraiment vers le web. Aujourd'hui, ContrôlePlus.fr réalise 45% de son chiffre d'affaires en VL, pour les voitures, les automobilistes, sur le web, puisque les gens prennent rendez-vous en ligne, payent en ligne. Plus simple. Et voilà, donc c'est pour les aiguiller par là, aussi pour soulager nos contrôleurs qui ont un petit peu moins à répondre au téléphone, qui peuvent davantage se consacrer Comme ça, ils à leur contrôlent mission. plus de véhicules. Tout à fait. Et vous voilà. avez aussi une autre innovation, c'est-à-dire que la prise de rendez-vous chez vous, elle ressemble à la réservation du TGV. C'est un ça. peu pareil. Expliquez-nous, vous faites du yield management, c'est un mot anglais assez moche, mais en gros, si je fais le contrôle technique aux heures creuses chez vous, c'est moins cher. Vous pouvez bénéficier d'un prix inférieur, tout à fait, et profiter de promotions allant de 10, 15, enfin moins 10, moins 15, moins 20%. Et c'est quoi, c'est à quelle heure? Je le note. Alors, j'ai pas les horaires en tête, c'est comme un par algorithme hasard. qui les calcule en fonction de nos creux, voilà. Par rapport à nos voisins européens, est-ce que finalement on est mieux lotis qu'eux en matière de contrôle technique? Alors, l'Europe, Bruxelles a mis en place une directive européenne de 2014, la directive 2014-45, que nous suivons. Tous les pays de l'Europe la suivent sur un tronc commun, et ensuite chaque pays a ses petites particularités, soit en plus, soit en moins. Mais en tout cas, Nous, c'est en plus ou c'est en moins? on est plutôt dans la moyenne, j'ai envie de vous dire. Voilà, on est très bon élève, et voilà, et on a un parc automobile qui a été bien assaini. Et si on compare à nos confrères européens, on est aussi. C'est quoi les pays où les voitures sont les plus dangereuses? J'ai pas les statistiques de tous ces pays. Il veut pas balancer. Il veut pas balancer. Voilà. Jean-Marie en parlait tout à l'heure hors antenne. Là, on va arriver dans des périodes estivales. Oui. Le contrôle technique, même s'il est fait, c'est toujours bien d'aller faire un petit check. On est d'accord? Tout à fait. L'ensemble des centres de contrôle technique du territoire national peuvent accueillir tous les automobilistes à tout moment pour réaliser ce qu'on appelle un contrôle volontaire. C'est strictement le même contrôle technique, sauf qu'il ne va pas du tout avoir d'impact sur votre date de validité. Donc vous D'accord. serez toujours en règle, même si vous avez un gros problème. En revanche, vous Exactement. savez quel est le problème pour le faire réparer. Tout à fait. Donc avant de partir en vacances, on invite toujours, on fait des petites campagnes publicitaires auprès de nos clients pour les inviter à venir faire un contrôle Si volontaire. vous avez 2000 km à faire, effectivement, il y en a qui font ça, par exemple. Ouais. C'est pas inutile. Tout à fait. Tout à fait. Combien ça coûte un contrôle technique? En moyenne, c'est En dans heure les pleine, 80 euros. 80 euros. Donc, si on compare, c'est tous les 2 ans. Hein. Ouais. Et si on compare à un plein d'essence, voilà, on n'est pas loin d'un. C'est ça. Si je d'un passe en gros contre-visite, faut que je paye 20 euros pour la contre-visite. Voilà, en France, c'est entre 15 et 40 euros à peu près la contre-visite en Et général. vous proposez une assurance? Oui, on propose une assurance, l'assurance contre-visite à 9,90 € qui vous permet 595 €, Maryse. voilà, qui vous permet de partir serein au début du contrôle. Et Donc vous savez que vous aurez peut-être la contre-visite, mais ça vous coûte moins cher, quoi. voilà. Petit mot sur l'électrification. Forcément, c'est une autre façon, un autre modèle aussi de contrôle technique. Alors, l'électrique est chez nous déjà depuis plus de 15 ans, Oui. puisque nous avions l'habitude de contrôler les premiers véhicules électriques qui circulaient sur le territoire national. Donc, c'est un petit peu moins de contrôle au niveau, évidemment, des pollutions, des hydrocarbures et des fuites. En revanche, on a d'autres contrôles sur la batterie, et ça nécessite aussi des formations spécifiques pour nos contrôleurs qui sont habilités pour pouvoir intervenir sur ces véhicules. Voilà, donc on a du plus, du moins, et dans l'ensemble, ça revient au même. Aujourd'hui, ces formations coûtent très cher et nous sont imposées très sûr. régulièrement avec des maintiens de qualification. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, le contrôle technique d'une voiture électrique, pourtant zéro émission, on devrait plutôt être récompensé, mais elle coûte parfois un petit peu plus cher à contrôler qu'une voiture thermique. En un mot, Alors un eux, dernier ils ont conseil. 0 émission, alors que nous, on en a une. Oui, on a parce que une c'était belle blague. émission, d'ailleurs. Un dernier conseil, tiens, qu'est-ce qu'on n'entretient pas assez, qu'on doit regarder plus souvent pour les conducteurs qui nous écoutent? Je pense que la pression des pneus, c'est quelque chose de très important C'est facile à pour la vérifier, en sécurité plus. routière. C'est très facile à vérifier. Les éclairages, avant de partir en vacances, on fait le tour de la voiture. Le lave-glace, regardez. Non, mais c'est vrai, c'est important. Non, mais c'est vrai, Ça c'est m'est très arrivé. important. Et puis faire le tour de ces pneus, voir si l'état d'usure, voilà. On regarde le témoin tout bêtement, puis il y a plein de tutoriels en plus sur Internet. On trouve tout ce qu'il faut. C'est facile à vérifier. Merci Y compris beaucoup. sur contrôleplus.fr. Voilà, exact. Contrôleplus.fr, exactement. Merci Thibaut Riester, fondateur de ce contrôleplus.fr, et on insiste sur le .fr. Vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant, parler d'électrification avec l'autre homme de votre vie, Cécile. Absolument. Et dans un instant, Sud Radio à votre service, ce sera dans la voix de Philippe David. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions sur station avec un s-e.com. Bienvenue en Alsace, à Saverne, avec le chef du pays des licornes, monsieur le maire Stéphane Leyenberger. Saverne est connu pour son tourisme, le château de Rohan, et maintenant pour ses engagements et ses réalisations exemplaires en matière de transition énergétique et écologique. Bonjour monsieur le maire, racontez-nous. Bonjour à vous. Alors c'est vrai que les licornes n'ont pas forcément besoin de transition écologique, mais nous en avons besoin absolument, bien sûr, pour notre planète et pour notre qualité de vie. Alors à Saverne, on met les petits plats dans les grands pour faire en sorte que nous puissions tenir nos engagements, notamment en termes de mobilité, puisqu'on a un plan vélo qui est en train de se développer. On a mis en place des navettes électriques gratuites pour la population et aussi des bornes de recharge électrique avec Station E un petit peu partout dans la ville, ce qui permet aux automobilistes aussi de préparer cette nécessaire transition énergétique. Et le 22 mai dernier, vous avez inauguré avec la région Grand Est et Station E le déploiement de 8 stations E multiservices dans votre ville. C'est vrai, tout à fait cela. On avait une première génération de bornes de recharge qui était vieillissante, qu'il fallait absolument changer. Donc on a profité de l'occasion pour pouvoir à la fois rajeunir le parc et surtout l'amplifier, puisque nous avons désormais 8 endroits où les Savernoises et Savernois, mais aussi les personnes de passage, peuvent venir refaire leur recharge et faire le plein électrique, si vous me passez l'expression. Oui, on a encore gardé le terme faire le plein est quand même resté dans les mémoires vu le nombre d'années pendant lesquelles on l'a utilisé. Quel impact pour la ville et ses administrés, Stéphane Leyenberger ? Je crois que c'est important d'avoir mis en place un partenariat public-privé, puisque grâce à ce nouveau parc Station E, c'est un privé, un entrepreneur privé qui investit. Le contribuable n'a donc pas été mis à contribution. Par contre, c'est bien les usagers, les administrés qui vont pouvoir en profiter. Donc c'est, je pense, un accord gagnant-gagnant qui nous permet d'être, encore une fois, à la hauteur de ce que l'on attend de nous. Je crois que la transition énergétique, c'est aussi un engagement pour les collectivités locales et doit se vivre au niveau des communes comme la nôtre. Merci beaucoup Stéphane Leyenberger, maire de Saverne en Alsace, ville magnifique, et chef du pays des licornes. Merci à vous. Merci à vous. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par les bornes électriques Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions, station avec un s-e.com. Et il est 19h32 sur Sud Radio. Si vous êtes toujours sur la route, écoutez, on pense à vous, on parle de vos véhicules et on en parle avec Cécile de Minibus. Qui est cette dame ? Ouais, je sais pas. Écoutez, on va vous la présenter. Elle doit vous dire quelque chose. Allez, on fait un zoom sur les métiers de la micro-mobilité et des micro-véhicules électriques. Denis Mergin est avec nous, président du métier des micro-véhicules électriques de Mobiliance et président d'EO Motors. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors déjà, on a envie de savoir qu'est-ce qu'un micro-véhicule électrique. Électrique, on sait, mais micro-véhicule, c'est quoi exactement ? Alors déjà, la micromobilité au sens large, c'est tout ce qui permet de se déplacer et qui n'est pas une voiture de catégorie M1. Donc c'est régi par un règlement qui s'appelle le règlement 168/2013. Ouais. Donc ça va du L1 au L7. En gros, c'est tout ce qui n'a pas besoin de permis, quoi, si je vous suis. C'est en partie, une grande partie n'ont pas besoin de permis. Par contre, certaines catégories ont besoin du permis de conduire. Donc il y a un certain nombre de catégories. Donc le L6, le L7, c'est les micro-véhicules électriques. Donc le métier que nous avons lancé au Mondial de l'automobile l'année dernière. Donc les L6, c'est ce qui était connu sous le nom de véhicules sans permis. Ouais. Donc la caractéristique principale était d'être limité à 45 km/h. Et les L7, c'était 50, c'est 45 ? 45. Ah d'accord. Et alors en contrôle, c'est peut-être avec le vent dans le dos. Contrôle technique à 45 km/h en électrique, c'est très facile à contrôler parce que c'est un bridage. Donc en ce qui concerne la catégorie L7, donc dont EO Motors est un des constructeurs, donc ce sont des véhicules qui sont limités à 90 km/h. Et qui peuvent emporter 2 ou 4 passagers. Oui, là ça devient sérieux, quoi. Donc c'est plus de la voiturette à 90 km/h. Là, il faut un permis B
pour pouvoir conduire ces véhicules. Mais qu'est-ce que ça change de la voiture classique? C'est quoi l'intérêt? Alors, l'intérêt de ces micro-véhicules électriques, c'est qu'ils ont une philosophie, c'est qu'ils sont conçus autour des usages. D'accord. Donc, on sort par principe du monde de l'automobile au sens classique du terme. C'est-à-dire qu'on va penser les usages et on va concevoir nos véhicules pour qu'ils soient le plus utiles, ils répondent le plus possible aux usages du quotidien. Aujourd'hui, on sait qu'une voiture, en fait, permet de faire des trajets jusqu'à 1200 km dont on n'a pas besoin au quotidien. Oui, bien sûr. Ils sont suréquipés. Donc, ils sont devenus très gros, très chers, très lourds. Nous, notre métier, ça va justement être de travailler sur la légèreté, travailler sur le juste nécessaire, finalement, pour l'usager. Ça veut dire quoi? C'est une voiture d'appoint, peut-être? Alors, ça peut être une voiture d'appoint, ça peut être une voiture complémentaire, mais ça peut être aussi tout simplement la voiture de tous les jours. Et on le voit aussi avec les jeunes, qui aujourd'hui, dès 14 ans, sont rentrés dans la catégorie L6, avec les véhicules... autrefois appelé sans permis, mais où Citroën a dynamité en fait les ventes ces dernières années avec la Citroën Ami. On le voit aujourd'hui avec la Fiat Topolino aussi, qui est la première vente sur le mois de mars dans la catégorie. C'est la jumelle de la Citroën Ami. Voilà, c'est presque la même base technique. Et puis il y a cette fameuse catégorie L7 qui elle est en train de naître et qui donc est là pour vraiment faire le lien en fait entre finalement la catégorie les vélos électriques, la trottinette et la voiture. Mais un peu plus sécurisé. Voilà, c'est ça. Alors, un peu plus sécurisé, effectivement, on a une homologation qui est un peu plus costaud. Mais soyons clairs, c'est quand même pour les petits trajets, c'est-à-dire que c'est pour aller au bureau le matin ou pour... Alors, c'est des autonomies qui vont de 100 à 120 à 150 km. Ah oui, quand même. Ce sont des autonomies qui sont amenées à croître dans le futur parce que la technologie des batteries s'améliore sans cesse aussi. Et puis, surtout, si vous travaillez sur la légèreté, finalement, vous emportez beaucoup moins de poids à vide. Donc, finalement, vous mettez beaucoup plus de services auprès de l'usager en lui offrant de la capacité d'emport, que ce soit de passagers ou de charge utile. Aujourd'hui, si on a des chiffres, il y en a combien aujourd'hui en France, à peu près? Alors, des quadricycles légers de type L6, donc, dont les constructeurs historiques sont Ligier, Exam, Châtenay en France, et désormais Citroën, donc qui s'en vend à peu près une vingtaine de milliers par an en France. Et ça, c'est un boom depuis l'arrivée de l'Ami. Alors le marché a doublé quasiment depuis l'arrivée de l'Ami, mais aussi parce qu'on a changé de population aussi. On a changé de population. En fait, c'est les gens qui ont adopté l'Ami, c'est essentiellement des jeunes. Et effectivement, c'est des jeunes qu'on aurait retrouvés sur des scooters s'il n'y avait pas eu l'Ami. Par contre, l'ensemble des marques historiques travaillent au développement de véhicules électriques. Aujourd'hui, tout le monde est représenté. Et puis, il y a des nouveaux acteurs, dont Aeon Motors, mais d'autres nouveaux acteurs qui travaillent partout en France à produire en fait ces fameux véhicules L6 ou L7, à les faire le plus léger possible et à créer de l'emploi en région, à créer de nouveaux designs aussi, parce que du coup c'est une nouvelle interprétation de la mobilité. Et vous voyez, je parle pas de voiture, je parle pas d'automobile. C'est une nouvelle interprétation de la mobilité, et là il y a place à l'imaginaire aussi qu'on peut donner au quotidien pour se déplacer. Mais justement, tiens, on va faire une petite visite guidée quand même. Allez-y. Vous êtes le président d'Aeon Motors. Décrivez-moi votre véhicule, comment il a été conçu, à quoi il ressemble autour de vous. Alors, Aeon Motors, l'histoire, elle a commencé il y a une quinzaine d'années déjà, et donc la particularité, c'est qu'on était après le choc pétrolier des années 2007, où là, il y a eu vraiment le démarrage de l'électrique en France. Et donc, il y avait des gens comme Mia Electric, vous avez dû entendre parler, il y avait tout un tas de compagnies qui aujourd'hui n'existent plus, qui se sont lancées, et qui se sont lancées dans cette fameuse catégorie L7 pour essayer de proposer une alternative à la voiture. Et Aeon Motors est né à cette époque-là avec la volonté de travailler sur un véhicule doté de moteur roue, c'est-à-dire la transposition d'une chaîne de traction de vélo électrique sur une plateforme à 4 roues motrices. Incroyable. Donc aujourd'hui, on a homologué 3 véhicules. Donc le véhicule qui est actuellement en commercialisation, en industrialisation, c'est un véhicule à 4 roues motrices qui va à 90 km/h, qui s'appelle Wheeze. Donc c'est le bruit du vent. Donc voilà. Et on est un certain nombre de constructeurs comme ça à être aujourd'hui matures. Il y en a un qui s'appelle La Bagnole, il y en a un autre qui va s'appeler Tulive, etc. Voilà. Vous allez avoir Midi Pile, vous allez avoir tout un tas de nouveaux constructeurs comme ça. Et pour la première fois, on essaye de faire preuve d'intelligence collective, en fait. Ah, d'accord. Voilà. Donc, on a conscience que de toute façon, on ne peut pas lutter contre les grands. Les constructeurs sont arrivés avec les micro-véhicules électriques dont on a parlé tout à l'heure.
On peut pas lutter contre ça. Par contre, on peut être intelligent ensemble, définir des bases communes. On peut aider à définir les nouvelles réglementations aussi qui vont régir nos catégories. Tout ça pour plus de services pour l'usager. Petite question rapide. Bonus écologique dessus ou pas? Alors non, on est les grands oubliés du bonus écologique. Alors aujourd'hui, c'est plus très grave parce qu'en fait tout le monde va être oublié. Donc par contre, on est devenu depuis le 15 février éligible au certificat d'économie d'énergie. D'accord. Ce qui est déjà pas mal. Un dernier mot quand même, le contrôle technique sur la micromobilité électrique, qu'est-ce qu'on contrôle? Eh bien c'est comme pour les véhicules légers, on a énormément de points de contrôle sur le véhicule. On contrôle effectivement aussi la pollution sur ceux qui sont thermiques en tout cas. Oui, les freins, les pneus, les freins, la transmission, comme les grandes. Voilà, on la passe sur le pont élévateur, on la lève, on fait tout le soubassement. C'est les mêmes règles. Ce sont les mêmes règles, mais ça dépend des catégories L, donc ça dépend du contrôle technique moto mis en place depuis le 15 avril dernier. Un dernier mot, combien ça coûte? Alors aujourd'hui, ça commence à partir de 11 000, 12 000 euros. Voilà, et puis c'est très accessible. Puis ça peut monter. Alors, par contre, comme ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas des automobiles, il n'y a pas d'option. Enfin, le but, c'est pas de vendre les options. Le but, c'est que le véhicule soit déjà conçu pour répondre aux usages. Donc, du coup, le prix est vraiment le prix du véhicule avec sa batterie. Ce qui est extrêmement important, parce qu'en fait, la batterie, c'est ce qui va donner la possibilité à ce véhicule d'avoir plusieurs vies, d'être rétrofité et de pouvoir permettre des économies d'usage et un bilan carbone qui sera extrêmement satisfaisant. Le nouveau visage de la micromobilité électrique, en tout cas. Merci à vous, Denis Mergin. Merci. Président des métiers micro-véhicules électriques de Mobiliance et surtout président d'EO Motors. Et je vous incite à aller voir sur Internet ces petits bijoux. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Il y a quelqu'un qui arrive juste derrière, là, que vous connaissez bien, Équipe Auto. Philippe Baudin, président d'Équipe Auto, sera avec nous dans quelques instants. Il les fait pas, ses 50e anniversaire. Il les fait pas. Il fait beaucoup plus vieux. Allez, on en parle dans un instant. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes une super radio, vraiment, vous êtes la radio du moment. Continuez, c'est super. Sud Radio, parlons vrai. Bon. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et avec Jean-Marie Bordry pour m'accompagner jusqu'à 20h, c'est bientôt fini, c'est triste, mais bon. Écoutez, on va essayer d'en profiter, c'est les dernières minutes. Voilà. Avec nos camarades, puisque cette émission, on a l'impression qu'on a tous nos jouets avec nous. Équipe Auto, Philippe Baudin est avec nous, président du salon Équipe Auto. Bonsoir Philippe Baudin, merci d'avoir accepté cette invitation pour cet anniversaire, ce 50e anniversaire. On est très heureux d'être partenaire de ce beau salon hyper intéressant. C'est du 14 au 18 octobre prochain à Paris Expo, porte de Versailles, avec des ambitions assez incroyables et pas mal de nouveautés cette année, Philippe Baudin. Bonsoir Cécile, bonsoir Jean-Marie. Oui, bonsoir. Effectivement, cette année va être une année importante pour nous. Équipe Auto est le salon international des professionnels de l'automobile qui va, comme vous l'avez dit très justement, se tenir du 14 au 18 octobre pour fêter son cinquantenaire. Alors je sais que je les fais pas, mais je voudrais bien les faire, mais je les fais pas. Voilà, donc c'est pour nous une année extrêmement importante, évidemment. On a une ambition forte cette année, c'est de maintenir la volonté de parler de commerce dans ce salon. Ouais, bien sûr. Évidemment d'innovation et de technologie, et puis de permettre aux professionnels de leur décrypter les enjeux et les accompagner en fait dans les enjeux qui vont être les leurs et qui sont déjà les leurs en ce moment avec un marché qui est extrêmement mouvementé. Ouais, c'est la révolution, ça c'est clair. Bon, concrètement, Équipe Auto, vous accueillez tout le peuple de l'automobile, en tout cas tous ceux qui travaillent autour de nos véhicules et qui les font rouler. On essaye. On a aujourd'hui la chance d'avoir 100 000 professionnels qui vont se réunir pendant 5 jours sur 100 000 carrés d'exposition, 5 halls à la porte de Versailles. On va avoir à peu près 1400, 1500 marques et exposants qui vont être présents. Évidemment, vous allez y retrouver dans ce salon l'ensemble des fédérations, les syndicats professionnels qui vont être là pour nous accompagner, que ce soit les nationaux ou les internationaux. Vous allez retrouver les grands acteurs de l'équipement automobile. Donc les grandes marques vont être quasiment toutes présentes, les réseaux de distribution. Tout ça pour essayer de satisfaire le visiteur qui est un visiteur professionnel puisque le salon est un salon B2B. Et ce salon a pour vocation de
d'aider et de décrypter, comme je le disais tout à l'heure, les enjeux qui vont être ceux auxquels les professionnels, donc les réparateurs, vont être confrontés. Alors, on parle métier, on parle plein de choses chez vous. Il y a une atmosphère particulière à Equipauto, Philippe Baudin. Il y a une atmosphère de famille, en fait, de ces familles de métiers, puisqu'on va parler de la France entière aussi. Ils vont venir de la France entière. Et il y a quelque chose d'un petit peu différent qu'un salon automobile classique. Quelque chose de différent, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est tous les enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui et ce à quoi on essaye de répondre. On va parler de tout un tas de sujets au travers de différents villages, de forums. Aujourd'hui, il y a 4 grandes tendances en fait qui se dégagent sur le marché et qui transforment la croissance de l'automobile. Un, c'est évidemment la transition énergétique. C'est quelque chose qui préoccupe tout le monde. On va parler également de transformation digitale, puisque aujourd'hui on est malgré tout tous confrontés à cela. C'est pas un mal, mais on y est confronté. L'économie circulaire qui va représenter malgré tout qui représente déjà un enjeu extrêmement important pour la profession. Et puis tous les business adjacents qui vont arriver et qui vont forcément créer de nouvelles ou de vocations ou de nouveaux métiers. Donc voilà, tout va être tout. On va essayer de tout couvrir pendant cette semaine. Alors, vous arriverez jamais à faire la liste exhaustive, mais pour que ça parle bien à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, tiens, listez-moi le plus possible de métiers différents qui viendront à Equipauto. La bonne question. On va parler de réparation, on va parler de mécanique, évidemment, on va parler d'équipement d'atelier, on va parler des nouvelles énergies, on va parler de carrosserie, de réparation collision, on va parler de peinture, on va parler de nouvelles techno, comme je le disais tout à l'heure, avec les écarts d'évolution, justement, avec le village de la tech, qui va nous permettre de montrer un petit peu les nouvelles technologies auxquelles les réparateurs vont être confrontés. On a la chance cette année d'avoir un peu plus de 20 constructeurs qui vont venir exposer leurs véhicules de l'année sur Equipauto pour justement montrer quels sont les véhicules sur lesquels nos professionnels vont devoir intervenir demain. Super. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Jusqu'à maintenant, les constructeurs venaient pour parler d'après-vente et essentiellement d'après-vente. Là, aujourd'hui, ils vont venir faire la démonstration de ce qu'ils sont capables de produire en termes de véhicules, que ce soit les Européens ou les Chinois d'ailleurs. On parle des nouveaux métiers aussi. Vous avez dit il y a des nouveaux métiers qui vont apparaître. Dans quel domaine ? Si on parle de transformation digitale, il y a des nouveaux métiers qui vont se créer. Évidemment, aujourd'hui, réparer un véhicule thermique n'a rien à voir avec la réparation d'un véhicule électrique. Donc ça veut dire qu'il faut former les pros, il faut les informer, il faut leur montrer que nous avons tout à fait la possibilité, avec l'ensemble des acteurs de la profession, de leur apporter tout le service possible, imaginable, pour que leur service soit le plus agréable possible. Alors il y a des nouveaux métiers qui vont se créer dans la partie digitale. Aujourd'hui, un mécano d'il y a 30 ans n'est pas un mécano d'aujourd'hui, il est connecté. Il est informaticien parfois. Il est parfois informaticien. Et les ateliers sont propres. C'est fini, l'huile par terre et tout. Il y a un vrai changement, c'est important de le dire. Oui, il y a un vrai changement, évidemment, mais je pense qu'on a la chance d'avoir des professionnels qui, depuis de nombreuses années, sont extrêmement vigilants aux nouveaux enjeux. Quelques points d'histoire, mais à l'époque, il y a presque 20 ans, lorsqu'on a expliqué aux carrossiers qu'il fallait passer de la peinture solvant à la peinture à l'eau, évidemment, c'était un changement fondamental pour une profession. Il a fallu leur expliquer, les accompagner. Donc là, effectivement, il y a tout un accompagnement de formation et d'information qui est nécessaire pour nous. Autour de cela, il y a des métiers qui vont arriver dans les business adjacents, c'est-à-dire les recharges de batteries vont générer forcément des nouvelles vocations, vont créer des nouveaux points d'ancrage pour la profession. Je pense que tout ça, c'est justement un excellent moyen pour Equipauto de faire la démonstration que nous avons la possibilité, en une semaine, de les informer sur le devenir de leur profession. Et puis aussi sur l'emploi, parce qu'il faut en parler, Philippe Baudin. Tiens, si je vous écoute à 19h50 sur Sud Radio le jeudi soir et que je vous entends parler de ces métiers, je sais que mon fils, par exemple, est passionné de mécanique auto, mais à force d'entendre taper sur la voiture, il se dit il n'y aura jamais de travail dans ce domaine. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui dis qu'il a tort. Je lui dis qu'il a tort. Aujourd'hui, notre ambition est aussi de nous adresser aux jeunes. On va avoir cette année une part belle qui va être donnée justement au job dating. On va avoir des grands espaces qui vont être dédiés justement au recrutement dans un village qu'on a appelé le village de l'avenir, parce que les professionnels de demain sont ceux qui sortent de l'école aujourd'hui et qui vont devoir venir appréhender un marché, une profession dans laquelle ils ne vont pas forcément faire que de la mécanique.
comme je le dis tout le temps, le marché de l'automobile permet à des jeunes demain de faire évidemment de la réparation maintenant entre guillemets spécifique sur des véhicules électriques, mais on doit aussi lui expliquer que dans le monde de l'automobile, que ce soit chez les équipementiers ou dans les réseaux de distribution, il peut y faire du marketing, du commerce, de la finance. Il y a tout un tas de métiers, de la communication, tous les outils aujourd'hui digitaux qui génèrent justement parfois des passions. Tous ces jeunes, il faut les motiver et c'est notre rôle, nous, de transférer tout ce que l'on peut leur transférer en termes de savoir et puis de les accompagner justement à découvrir un écosystème qui peut leur ouvrir je le pense. De belles perspectives. Sincèrement, de belles perspectives et un bel avenir. Et du travail. En tout cas, merci beaucoup Philippe Baudin, président du salon Equipauto. C'est le 50e anniversaire et je vous conseille d'y aller, ça va être canon. Hein. Une édition anniversaire. Oui, on est très fiers d'être partenaire avec vous. Du 14 au 18 octobre 2025, c'est Paris Porte de Versailles, bien entendu. C'est très ambitieux et vous allez voir que ça va être très sympa. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Merci Jean-Marie Bordry, parce que derrière il y a Lionel Rousseau qui est avec nous. Même qui vit en décalage horaire en ce moment. Il voudrait qu'on s'en aille. Non, vous pouvez rester, mais vous pouvez assister à l'émission. Oui, c'est ça. Non, mais qu'on vous laisse le micro, c'est ça que je veux dire. Ça vous permettra de voir un programme un peu professionnel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est tout. Méchanceté, mais c'est dingue. Ah, ça tacle, dis donc. Comme chez vous, mais faites comme chez vous. Mais c'est pas grave, je l'ai déjà faite cette vanne, donc il ne fait que répéter la mienne. Exactement. En fait, c'est mon meilleur auteur et ma meilleure autrice. C'est moi. C'est vous. Effectivement. Du ballon avec la Coupe du Monde des clubs et notamment le PSG qui va jouer contre Botafogo la nuit prochaine, puisque cette Coupe du Monde des clubs se déroule aux États-Unis. On va se demander si le club parisien est le plus grand club et le meilleur club du monde actuellement. Bien sûr. Ça, c'est l'une des questions qu'on se posera. Et puis on parlera aussi du mercato. Oui, quelle est-elle cette réponse? C'est ça, c'est le meilleur. Voilà, c'est ça. On parlera du mercato notamment à l'Olympique de Marseille. Et ça, je vous le dis aussi directement. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Modèle italien à l'Olympique de Marseille. On en parle ce soir. Et ben vous allez tout comprendre. Encore une affaire qui roule. Et on sera avec vous jusqu'à 21h. Merci bisous. Les amis. Allez, merci à nos invités. Merci beaucoup à notre équipe Maxime, Justine, Aude avec Nelly et Félix. Passez une très belle soirée. On se retrouve demain à partir de 17h. Salut.